avant de revenir sur la maison Robespierre, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Robespierre en lui-même, même si le sujet est compliqué, même si le sujet est passionné, passionnant. Mais Robespierre, c'est un enfant d'Arras, qui est donc incontournable dans l'histoire de la ville et aussi pour sa notoriété. Alors, la maison de Robespierre, telle qu'elle est aujourd'hui, mérite des travaux importants, vous vous en rendez compte. À partir du 1er janvier 2024, la maison sera confiée à la SPL Office de Tourisme, qui va la rénover intégralement pour en faire un centre d'interprétation sur Robespierre, Robespierre et la Révolution, et Robespierre après Robespierre, comme d'ailleurs cela apparaît aussi dans les panneaux qui vous sont présentés. Alors il faudrait aussi remercier, je ne sais pas s'il est présent, je ne le vois pas, Gérard Barbier, qui a joué un rôle important dans, comment dire, l'apaisement du sujet sur Robespierre, qui restera de toute façon un sujet clivant, c'est certain. Mais en tout cas, un certain apaisement en tant que président du conseil scientifique, qu'il a mené rondement et qui a permis de trouver un consensus sur ce qu'on allait faire sur cette maison Robespierre. Voilà, donc je pense qu'il ne sera pas là, mais en tout cas on le remerciera. Et puis il faut remercier Laurent Villard et puis Suzanne, donc, qui ont travaillé à cette exposition qui est de grande qualité et qui vous permet de voir les différentes facettes de Robespierre et de cette période très riche de la Révolution française. Donc ce qu'on peut souhaiter à cette maison de Robespierre, évidemment, c'est à la fois d'être restaurée, d'être un centre d'interprétation de qualité et de pouvoir accueillir un nombre important de touristes à Arras. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis, oui, je le dis, c'est une certaine émotion. Je vais prendre la parole ce matin parce que c'est un long combat que l'association que j'ai l'honneur de présider a accompli pour que cette maison devienne ce lieu d'interprétation que je venais de décrire. Et donc, vous pouvez voir sur ces panneaux quels en seront les contenus. Ce 6 mai 1758, donc, Jacqueline Marguerite Robespierre Carreau, tout juste âgée de 23 ans, en cette nuit de souffrance parturiante, pouvait-elle imaginer que le premier fils qu'elle mettait au monde au plus vite, baptisé à l'église de la Madeleine, tout ici, à 2 pas d'ici, deviendrait le révolutionnaire qu'il fut, et que plus de 2 siècles et demi, la simple référence à son nom continuerait de soulever des controverses, après plusieurs centaines d'ouvrages biographiques ou historiques qui lui ont été consacrés, et que la recherche historique n'en finit toujours pas de nous dire robespierriste, anti-robespierriste, de grâce, par pitié. Dites-nous donc, enfin, qui fut Robespierre, comme le disait dans les années 30 le brillant historien Marc Bloch à cette époque. Personnellement, je pense que Jacqueline Marie Marguerite était à milieu de s'imaginer tout cela. Je pense surtout qu'elle était très heureuse et fière de donner un fils à son mari, que le nom de la famille aurait un successeur et que se remettant des fatigues de l'accouchement, elle s'en remettait à Dieu pour qu'il ne meure pas trop tôt et grandisse pour embrasser plus tard la carrière de son père, comme celui-là le fit à son tour. Sa courte vie ne lui permit même pas de se réjouir des succès scolaires de son aîné, ni de le voir embrasser une prometteuse carrière d'avocat. 6 ans après, à l'âge de 29 ans, elle mourait en mettant au monde son 5e enfant, qui ne lui survécut pas. C'était là le lot de bien des femmes à la fin du XVIIIe siècle, même celles ici de la bourgeoisie assez aisée. Il n'est pas non plus rare que les Robins, séduits par les Lumières, entreprennent de laisser leur famille pour voyager et découvrir le monde. On en connaît bien d'autres, bien plus célèbres d'ailleurs que Maximilien Père, modeste avocat rageois, Rousseau bien sûr, Voltaire, et évidemment Casanova, pour ne citer que les plus connus. Que les Robespierre deviennent orphelins, que le conseil de famille
se partagent la responsabilité de subvenir à leurs besoins n'a rien d'exceptionnel. On appelle ça les pupilles. C'est un mot en usage au XVIIIe, et toujours en usage, puisque avant de présider les Amis de Robespierre, je voudrais faire un petit clin d'œil aux pupilles de l'enseignement public, dont c'était aussi la vertu de s'occuper des enfants qui se trouvaient dans le besoin. Cela dit, et la psychanalyse même, celle des estaminets, n'en a que faire. Il n'y a qu'un abbé émigré, on dirait aujourd'hui intégriste même, forcément férocement anti-révolutionnaire, aigri, et en quête de reconnaissance pour y trouver là les raisons de tyrannie cruelle du révolutionnaire. Et hélas, nombre d'historiens peu regardants, trop heureux de trouver là, sans trop d'efforts, les réponses aux questions de la courte vie du révolutionnaire, continuent aujourd'hui de soulever. Je ne m'attarderai pas ici sur un autre événement relaté par notre abbé, qui se vantait d'être un proche de la famille et qui fut un temps précepteur de Maximilien. Il expliquait que la haine supposait que celui-ci voulait au roi, dont le carrosse l'avait couvert de boue alors qu'il récitait un poème devant le collège de Louis le Grand, venait de là. On sait que grâce à Hervé Lewers, entre autres, que cette rencontre fut plus qu'improbable et que vraisemblablement elle est née de l'imagination de notre curé, qui par le même temps essayait de faire le portrait du bon élève de Louis le Grand et cherchait donc un opposé au bon élève de Louis le Grand. Il l'avait trouvé, le mauvais élève, c'était Robespierre. Enfin, s'agissant de cette affaire de la terreur, car vous vous doutez bien que le président des Amis de Robespierre ne pourrait pas faire l'impasse pour parler de la terreur, surtout à Arras. Eh bien, il faut bien en parler. Voyons ce qu'en dire Barère et surtout Tallien, un mois après le coup d'État du 9 Thermidor. Je cite, « Citoyens, tout ce que vous venez d'entendre n'est qu'un commentaire de ce que Barère a dit à cette tribune du système de la terreur le lendemain de la mort de Robespierre. Je n'y ajoute qu'une réflexion. Ce système a été celui de Robespierre. C'est lui qui le mit en pratique avec l'aide de quelques subalternes dont les uns ont péri avec lui et dont les autres sont ensevelis vivants dans le mépris public. La Convention en a été victime, jamais complice. La nation, l'Europe, charge Robespierre des crimes qui en ont été les faits, puisqu'elle donne maintenant, nous sommes fin août, c'est-à-dire un mois plus tard, à cet infernal système le nom de Robespierre. Les ressentiments publics et particuliers sont satisfaits par la punition de ce monstre et de ses complices. Je m'arrête là parce que c'est l'objet de la conférence que nous donnera Michel Biard, que je remercie déjà ici devant vous, d'avoir accepté l'invitation que nous lui avons faite pour célébrer l'anniversaire de Robespierre, de parler de cette époque-là. Pourquoi donc revenir brièvement sur ces trois préjugés, voire ces mensonges ayant traversé plus de 2 siècles? Et le mot mensonge n'est pas de moi, il est de Jean-Clément Martin, qui fut le directeur des études Robespierre, de l'Institut d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, et qui est un professeur émérite que tout le monde connaît ici puisque nous l'avons accueilli. Il résume à eux trois donc l'intérêt et la nécessité historique d'accorder à Robespierre, mais aussi à son jeune frère qui choisit de suivre le destin de son aîné, et à sa jeune sœur qui prit soin des deux jusqu'à la fin de sa vie en écrivant ses mémoires afin de le réhabiliter. Il en sera d'ailleurs question cet après-midi par un comédien qui lira les textes de Charlotte Robespierre. Un lieu où il puisse se poser, un lieu où il puisse exister et permettre aux citoyens attachés à l'histoire de notre pays, et plus particulièrement à celle de la République, d'y trouver un lieu pour éclairer l'histoire et apporter des outils conceptuels solides pour que chacun puisse se forger son regard et d'interroger le présent et l'avenir, en dehors des passions politiciennes et des instrumentalisations. S'agissant de Robespierre et de la Révolution française,
qui constitue ce que Jean-Pierre Martin, je le disais, appelle 200 ans de mensonges d'État. Aujourd'hui donc, monsieur le maire, un cap est franchi. Après plusieurs années de discussions entre nous, longues, mais surtout très constructives, et 30 années de revendications de la part de l'Arbre, et des milliers de ces milliers de citoyens de plus de 49 pays qui ont signé en 2012 notre pétition pour ce que nous appelions à l'époque un musée. Le bon sens, la vérité historique continue de se frayer un chemin. Nous pourrons désormais, dans sa ville natale, analyser, dépassionner les regards, dépasser les clichés, les a priori, trop souvent présents encore dans les programmes scolaires d'ailleurs, et comme le font les historiens universitaires de tout pays depuis un siècle, au moins, faire progresser la connaissance historique de la vie et de l'œuvre de Maximilien et plus largement de la Révolution française. Offrir ici un lieu de culture historique et d'éducation populaire. C'est pour nous le fruit donc d'un très long combat local. Et je vous remercie pour cela. Nous nous réjouissons que la municipalité, sur notre proposition en 2016, installé un comité scientifique que mena rondement, vous l'avez rappelé, mon ami Gérard, bon, et retenu le principe de présenter dans cette maison les 3 aspects qui ont été tout à l'heure signalés. Monsieur le maire, l'Arbre vous remercie pour votre écoute, celle que vous lui avez accordée, ainsi que votre équipe. Elle n'est pas seulement dans l'histoire, c'est une décision pour nous historique. Pourquoi historique? Elle n'est pas seulement dans l'histoire de notre association. Elle l'est aux yeux du monde. Nous le savons par nos adhérents chiliens, guatémaltais, italiens, allemands, belges et anglais qui nous écrivent. Nous le savons aussi par des courriers, par les rencontres que nous faisons. C'est une décision d'importance, d'offrir un lieu qui donne sa place à l'histoire des passionnés. Pour celui qui fut, qu'on le critique ou non, un grand homme d'État et qui œuvra toute sa vie pour faire vivre une république démocratique et sociale, le droit à l'existence et la dignité pour tous, et sortir notre pays de la guerre d'abord, et d'une société monarchique fondée sur le droit divin, et séparée en ordre hiérarchisé dans laquelle la majorité du peuple, selon l'expression de Sieyès, de l'abbé Sieyès, n'était rien. Nous sommes convaincus donc que ce lieu, dont vous avez choisi de confier la gestion à l'Office du tourisme, accueillera de nombreux touristes et des curieux arageois, bien sûr, et que le projet dont le comité scientifique en garantit la dimension historique en fera un espace vivant d'enrichir le futur. Notre association, monsieur le maire, est riche de plus de 300 adhérents. Elle s'est dotée d'un conseil scientifique de plus de 20 membres, parmi lesquels nous comptons de nombreux professeurs passionnés d'histoire et des maîtres de conférences de renom. Nos travaux sont reconnus et nous nous honorons de pouvoir accueillir des conférenciers de renom. Nous sommes prêts à travailler auprès d'Hervé Lauwers, du comité scientifique et des services municipaux concernés afin d'enrichir le contenu de cette maison. Depuis plusieurs années, nous mettons à disposition du public un site internet, il faut vivre bien avec son temps, riche de plus de 800 articles, accessible à tout public, et qui nous le rend bien car chaque jour il est visité par plus de 500 internautes. C'est là aussi un outil que nous mettons à votre disposition et que nous mettons à la disposition du public. Et nous mettons aussi à votre disposition, nous en avons discuté, la bibliothèque spécialisée que nous avons constituée au fil de ces 35 années d'existence et dont l'iconographie est très riche. Nous le devons d'ailleurs à quelqu'un dont j'évoquerai le souvenir ici, qui fut l'initiateur de l'Arbre et qui s'appelait Christian Lescure. Nous mettons aussi à votre disposition les compétences de nos membres arageois pour accompagner les visites de groupe, les promener sur les pas de Robespierre et contribuer aussi à notre façon à faire connaître l'histoire de notre belle ville et entre autres leur parler de l'état du droit des bâtards à l'époque de Robespierre ou même le contexte dans lequel il prit le parti de la corporation des savetiers mineurs et rejoignit ainsi les États généraux. Et pourquoi ne pas commenter la projection des extraits du film que nous avons produit avec Appia et qui a été réalisé par Thomas Ballet
et qui connut un certain succès à partir de 2018. Merci encore, Monsieur le maire. Il n'est pas plus que l'on compte qu'en finir avec Robespierre. Ne comptez pas sur nous, nous n'en avons pas fini avec nous. L'arbre a encore beaucoup de pain sur la planche pour faire connaître l'histoire et apporter sa pierre au développement de la politique culturelle de la ville. Un mot de conclusion en saluant Gérard qui se trouve au centre face à moi, et je le dis d'autant plus que son positionnement est inattendu. Je salue aussi en fait les personnes qui se trouvent et à ma gauche et à ma droite, et vous voyez en fait dans ce paysage géographique aucune allusion au paysage politique, mais les uns et les autres se reconnaîtront. Je voulais souligner et remercier effectivement Laurent et Suzanne qui ont contribué à réaliser en fait ce premier trait de crayon d'une exposition que l'on veut en fait pouvoir ici installer et permettre de scénographier une maison autour de laquelle Léon Fatou, à son époque, avait décidé finalement de la sauver certainement de la dégradation, et l'avait fait rentrer dans le patrimoine municipal. Jean-Marie Van Lorenberg, qui avec les compagnons avait trouvé un bon accord qui avait conduit à ce que cette maison soit une première fois préservée dans son clos et son couvert, et puis scénographiée pour y présenter les œuvres et les chefs-d'œuvre des compagnons qui ont, comme vous le savez, migré vers l'ancienne salle de l'Harmonie. Et puis aujourd'hui, donc cette nouvelle étape que l'on souhaite franchir avec à l'appui le travail du comité scientifique que l'on souhaite franchir parce que, comme tu le disais, Alcide, et je te remercie, on ne peut pas en fait construire l'avenir si on tourne le dos à l'histoire. Ce qu'il faut, c'est regarder en fait l'histoire avec honnêteté, en sachant en fait en prendre toutes les dimensions, les bons côtés, les mauvais côtés, qu'on sache en fait avec le recul se replacer finalement dans un contexte et une époque dont on est, il faut bien le dire, plutôt étranger. Et qui ne conduisent pas à ce qu'obligatoirement on comprenne finalement tous les tenants et tous les aboutissants de ce qui a été vécu, par certains comme étant de la passion, par d'autres comme étant de la terreur, mais en tout état de cause, un moment d'histoire qui fait que nous sommes là aujourd'hui rassemblés dans une grande diversité, et je tiens à le souligner, et qui montre en tout état de cause, parce que c'est assez rare pour être dit, l'attention que l'on porte et que l'on doit porter au sujet Robespierre. L'attention, parce que en fait, il ne s'agit pas de mettre sur les rails, je dirais, une maison sans conducteur. Il ne s'agit pas en fait d'ouvrir une porte et de laisser une boussole finalement s'emballer dans un sens ou dans un autre. Hein, il s'agit simplement en fait ici de permettre à ce que nos contemporains et les générations qui suivent sachent finalement comprendre, apprendre, mieux connaître ce qui en fait a été une page d'histoire forte pour l'histoire de France, forte pour l'histoire dans le monde, et effectivement, on ne peut pas en fait ne pas souligner le fait que nous choisissions d'inaugurer cette exposition à 11h, quand en Angleterre, il se prépare en fait au Royaume-Uni à couronner le roi Charles à midi, hein, heure française. C'est un clin d'œil inattendu auquel on ne s'y était pas préparé. C'est pas le couronnement de l'un ou le non-couronnement de l'autre qui nous intéresse. C'est pas le couronnement de Robespierre non plus qui aurait franchi une étape supplémentaire dans son positionnement
dans la vie d'Arras, c'est plutôt l'histoire telle qu'elle est, notre histoire à nous, l'histoire de France, et puis le respect finalement de l'histoire et de la trajectoire des autres. Parce qu'il faut en fait se dire que dans un monde qui est toujours en train de s'opposer, parfois trouver un chemin de dialogue, de compréhension, d'instruction, c'est certainement quelque chose qui ne peut faire que du bien à la société tout entière. Voilà. En tout cas, moi je souhaite vraiment continuer en fait dans ce travail, et je remercie Gérard parce que il m'a aidé, et c'était l'objet de notre conversation dans mon bureau à une certaine époque, à poser en fait une sorte d'apaisement qui ne soit pas un compromis pâle de ce que les uns en fait espéraient, mais de construire plutôt un chemin qui permettra en fait aux conseillers municipaux d'Arras, mais à la population aussi, à ceux en fait qui sont intéressés par le sujet, d'apprendre, mais aussi de contribuer, parce que je pense que je ne serai ni le premier maire, ni le dernier maire à apporter une pierre à l'édifice en fait de l'accès à la culture, à la compréhension de notre histoire, des personnages en fait de la ville. D'autres l'ont fait avant moi, je les ai cités, d'autres le feront après moi, en tout cas c'est ce que je souhaite, parce que c'est le meilleur moyen pour que en fait, les Arageois puissent finalement posséder ce qui a fait en fait, et ce qui fait notre communauté de vie. Je voulais souligner la présence de monsieur le maire de Grenay, que je remercie. C'est un habitué des rues d'Arras et de la fête de l'Andouillette. Mais je suis content aujourd'hui en fait qu'il ait fait un déplacement complémentaire le 6 mai pour cette manifestation qui se voulait surtout sympathique et respectueuse. Voilà. L'arbre ne cache pas la forêt. La forêt, en fait, c'est celle de toutes les contradictions que l'on connaît finalement autour de la personnalité de Robespierre. Mais l'arbre, en fait, c'est l'élément ancré dans la vie, un élément vivant, comme les arbres, en fait, que l'on peut connaître par ailleurs, qui font partie de la vie d'une société. Ce que les révolutionnaires prédisent. Exactement, et c'est pour ça que je trouve que le symbole en fait de l'arbre est un élément aussi à faire comprendre à celles et ceux qui ignoraient en fait ce rapport à la vie, à la vitalité, mais aussi en fait à ce qu'elle peut entraîner en fait comme périple en cours de vie, parce que un arbre est un élément vivant qui connaît ses bons moments et puis parfois ses moments aussi de fatigue, comme en fait tout être humain. Donc j'espère que, en tout cas, ceux qui viendront ici seront ardemment intéressés par le sujet, mais avec l'intelligence collective en fait de la sérénité des Arageois qui franchissent une grande étape par rapport à cet épisode du buste qui, voulant se placer sur la place du théâtre, s'est retrouvé abrité dans le beffroi et qui aujourd'hui, en fait, à côté de la place du théâtre, sans que de la couleur rouge n'ait été répandue dans la rue Robespierre, a permis cette manifestation en ce 6 mai. Voilà, c'est un grand progrès que nous réalisons ensemble. Chacun en mesurera, je l'espère, l'intensité. En tout cas, moi, je le mesure et je le regarde. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Et puis, bonne journée, parce que je sais qu'il y a différentes séquences. Bien. Donc, l'exposition que vous trouvez ici autour de cette pièce, alors c'est vraiment les prémices de ce que sera cette exposition de la Maison Robespierre. Donc, elle aura été reprise, retravaillée avec l'Office du tourisme. L'idée pour nous était de reprendre les travaux du comité scientifique qui a été mis en place en 2017 avec Gérard, et on a beaucoup travaillé sur ces quelques mois pour arriver à ce projet de la Maison Robespierre. Donc l'idée c'était de présenter à la fois la philosophie du projet, et vous avez deux panneaux, un panneau derrière, tout derrière là-bas qui vous explique quelle sera la philosophie de ce projet,
l'histoire de la maison Robespierre, et puis les trois parties qu'on espère, qu'on voudrait développer dans cette maison, qui sont à la fois Robespierre et Arras, la famille de Robespierre, la manière dont il a été cet avocat, cet homme de lettres à Arras, son élection comme député au tiers-état, et puis Robespierre avec à la Révolution, avec ses trois grandes parties qui sont l'émergence de Robespierre, le gouvernement révolutionnaire où on évoque la question notamment de la terreur, et puis le Thermidor avec les derniers jours de Robespierre. Et puis on ne pouvait pas travailler sur un projet d'exposition autour de Robespierre sans prendre l'histoire de Robespierre après Robespierre, donc cette histoire qui va, en fonction du lien politique qu'on peut avoir, tendre vers une légende dorée ou une légende noire, et qui va être à la fois un sujet historiographique en France depuis au XIXe siècle et au XXe siècle. On voit bien qu'avec le bicentenaire de la Révolution, rien n'a été réglé sur Robespierre, puisqu'il a été largement oublié dans l'histoire du bicentenaire en France. Reparler également de la relation complexe de Robespierre avec Arras après sa mort, et notamment on évoque dedans l'histoire de Frédéric de Georges et puis les histoires liées au buste de 1933. Et puis on voulait finir cette présentation avec deux panneaux qui parlent des contemporains de Robespierre à Arras, puisque tout compte fait, il y a plein de gens qui ont gravité autour du tribunal des États d'Artois, autour des États d'Artois, et qui vont jouer un rôle au moment de la Révolution. On parle de Bréois-de-Beaumais, on parle de Guffroy, mais on peut également parler de Gonse de Rougeville, qui est né sur la Grand Place, qui va être un des participants à la séquence de l'œillet, et puis un personnage, alors je sais qu'avec Alcide on n'est pas complètement d'accord sur le sujet, mais un personnage qui me paraît vraiment important sur Arras, c'est Vidocq, qui n'est pas très loin de la maison natale de Robespierre et qui a été aussi un des contemporains. Voilà.